Voilà, un grand merci à tous les deux en marge de la session parlementaire qui a repris en début de semaine de prendre le temps pour parler d'Europe, de relations Suisse-UE avec nous. Comme dit, je me permets de poser les questions en français, mais comme on le fait si bien à Berne et en Suisse, chacun dans sa langue. C'est parfait. Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale du centre, canton de Bâle-Campagne depuis 2010. Présidente de la Chambre de commerce des deux Bâles et membre du comité d'économie suisse, si je ne me trompe pas, pour ne pas aller beaucoup plus loin dans les bios, et Nicolas Walder, conseiller national vert du canton de Genève depuis 2019, et accessoirement aussi président de la section Genève du mouvement européen. Vous êtes tous les deux membres de la commission de politique extérieure du Conseil national et connaissez très bien le dossier que vous accompagnez maintenant depuis pas mal d'années. Et je trouvais intéressant qu'on puisse discuter avec vous très concrètement. Certains en sont naturellement déjà conscients, mais de l'importance toute particulière pour vos cantons, pour vos régions, de ces relations avec l'Union européenne, avec l'Europe, de cette ouverture au-delà de nos frontières. Peut-être qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi vos cantons, vos régions profitent de cette ouverture, de ces relations, de ces accords avec l'Union européenne. Est-ce que je commence avec Elisabeth? Ja. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist spannend, dass Genf und die Region Basel, ich sage, bei mir spielt es keine Rolle, ob das Basel-Land oder Basel-Stadt ist. Wir ziehen hier am gleichen Strick. Es ist die ganze Region, die profitiert von einem guten Verhältnis zur EU. Und natürlich bin ich auch immer wieder inspiriert von Erik oder er von mir. Ich weiß nicht, je nachdem, wie, ja, wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, auch schon bereits im kantonalen Parlament. Ja, unsere Region hat einfach einen unkomplizierten Zugang zur EU, weil ich wohne 200 Meter von der Grenze zum Elsass und mit dem Dreiländereck und wir kennen keine Grenzen und sind manchmal wirklich die Elsässer oder die Badenser näher als Menschen aus der Zentralschweiz. Und das ist die Regio Basiliensis ist unsere Region, dort sind wir zu Hause und ja, das ist für uns Europa und wir haben in der Region Basel ist diese Meinung weit verbreitet und wir hatten gestern gerade Vorstandssitzung der Handelskammer Beider Basel. Es wurde gesagt, ich bin Präsidentin dieser Kammer und da haben wir eine Umfrage gemacht. Ist die Wirtschaft wirklich gegen dieses Vertragspaket? Weil es wird ja immer gesagt, die Wirtschaft ist gegen dieses Vertragspaket. Und circa 20 Unternehmen waren dort vertreten und ich kann Ihnen sagen, kein einziges Unternehmen war der Meinung, dass wir dieses Vertragspaket jetzt nicht unter Dach und Fach bringen sollten. Das heißt, die Region Basel ist offen, weil es sind viele KMU, die können sich nicht einfach organisieren, wie beispielsweise ein großes Unternehmen, welches von heute auf morgen das Head Office irgendwo anders hin tun kann. Viele KMU profitieren von der EU, haben auch Mühe, wenn das Verhältnis gestört ist und man weiß auch, wie wir in so vielen Bereichen, in der Pflege, auf dem Bau, in der Gastronomie, in der Hotellerie, wie wir auf diese Menschen angewiesen sind. Und Zuwanderung ist für uns Segen und nicht Fluch. Und das ist jetzt die Aufgabe, das aus den Grenzregionen ein bisschen mehr in die Mitte unseres Landes zu bringen. On va revenir spécifiquement sur ce point qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais Nicolas, tu peux peut-être réagir aussi. Genève, la région Grand Genève. Oui, pour dire que mon père est de Bâle, donc en fait je suis doublement en contact avec l'Europe, mais effectivement c'est une évidence quand on habite Genève. Enfant, nous partions avec les vélos et on allait boire un café en France voisine. Pourquoi? Parce qu'on achetait des journaux qu'on ne trouvait pas en Suisse à l'époque. Ce n'était pas une question de prix des biens, c'était une question de diversité et en fait... Cette région l'a toujours vécu, enfin moi je la vis, face à des frontières qui sont
totalement arbitraire. On sait pourquoi ces frontières ont été mises là au niveau de Genève. Les protestants ont voulu se défendre contre les catholiques et ont donc fixé des frontières. C'est les bourgeois de Genève qui ont finalement empêché que Genève soit beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Donc l'histoire nous montre que ces frontières sont arbitraires et qu'en fait la vie et le bassin économique, le bassin culturel et le bassin social, il va au-delà de ces frontières. On a vu d'ailleurs pendant le Covid les drames que ça a créé parce qu'il y a effectivement de l'amitié, de l'amour aussi qui se tisse au-delà des frontières. Et c'est vrai que aujourd'hui, Genève, plus que tout autre canton, je pense, a vraiment besoin qu'on trouve un accord et qu'on stabilise nos relations. C'est important, Yves Flukiger l'a dit, évidemment, pour la recherche et pour l'université. L'université de Genève est au cœur de la cité et elle a une importance stratégique. De l'université de Genève, évidemment, on peut faire l'extension avec d'autres grands centres de recherche, le CERN, etc. La frontière, beaucoup de Suisses vivent en France, d'ailleurs. Vous savez qu'à peu près 20 000 officiellement, 20-25 000, mais on sait qu'il y en a 20 ou 30 000 qui sont inofficiellement habitants en France des Suisses. Donc ça veut dire que s'il y a à peu près 120 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours, il y en a donc 25% qui sont des Suisses, voire beaucoup plus si on prend les noms officiels. Et cela, finalement, nous permet à Genève déjà de ne pas devoir bétonner tout le canton parce qu'on n'aurait pas de quoi accueillir les gens et nous permet aussi d'accueillir des sociétés et des sièges d'entreprise qui, si elles n'avaient pas accès à ce personnel, ne viendraient tout simplement pas à Genève. Et ça nous permet aussi de travailler sur des projets communs. On a parlé du CERN, mais il y a évidemment une grande collaboration. Je pense que si la Genève internationale s'est développée comme elle s'est développée, c'est parce que nous avons pendant longtemps bénéficié du soutien de la France qui voyaient d'un bon œil finalement que des organisations internationales s'établissent à Genève plutôt qu'à Bonn, Vienne ou dans le giron germanique. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin aussi du soutien de l'Union européenne dans l'installation d'organisations internationales. Donc vous le voyez, dans beaucoup de domaines, effectivement, on a besoin de l'Union européenne et de ces pays. Nous avons besoin d'avoir des relations stables. Si nous n'avons pas de relations stables, eh bien cela grippe tous les domaines, rien que le passage de la frontière. Nous avons un RER, maintenant le Léman Express, qui fonctionne très bien, qui nous relie à la France de façon similaire aux liens que nous avons avec le canton de Vaud, par exemple. Et effectivement, toute disruption de cette connexion aura des conséquences sur Genève. Dire encore, M. Flukiger ne l'a pas dit, mais à peu près, je crois, 40% des enseignants de l'Université de Genève sont des personnes qui viennent de l'Union européenne. Donc si nous fermons les frontières et si nous limitons la libre circulation, eh bien, c'est aussi des cours qui s'arrêteront, c'est des hôpitaux qui fermeront. Donc nous dépendons vraiment de la libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux, mais aussi et surtout de la libre circulation des personnes. On a effectivement avec nous aujourd'hui pas de représentants de la Suisse orientale ou du Tessin, donc on ne va pas non plus mettre toutes les régions frontalières dans le même paquet, mais c'est vrai que pour Bâle, la région de Bâle et la région de Genève, on sent il y a un vécu qui a beaucoup d'années en termes d'échanges transfrontaliers, mais ça m'intéresse vraiment ce point de est-ce qu'il n'y a pas un décalage total entre ces régions, puis peut-être justement plus spécifiquement Genève-Bâle par rapport au restant de la Suisse ou à une grande partie du pays qui n'a pas ce même sentiment, ou comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que décalage ou pas il y a? Et si décalage, qu'est-ce qu'on pourrait ou qu'est-ce qui devrait être fait pour pouvoir le surmonter selon vous? C'est vrai que si les négociations aboutissent, on se dirigera probablement vers une votation populaire et c'est des enjeux qui sont naturellement importants. Es ist in der Tat so, dass man das Gefühl hat, dass in den übrigen Regionen noch nichts angekommen ist, woher unser Wohlstand kommt. Aber wenn man aufklärt, also beispielsweise jetzt die Wirtschaft in der Ostschweiz, dort die Handelskammern, die machen gemeinsam mit uns Kampagne für die bilateralen 3.
Also das Verständnis ist schon da. Ich glaube, im Tessin ist es wirklich schwierig, weil die Zuwanderung irgendwo nicht in einem städtischen Umfeld haben. Das ist immer anders als wir in Basel und in Genf. Ich finde es sowieso noch schwierig, weil Basel und Genf, die sind sehr ähnlich. Basel stimmt auch sehr ähnlich ab wie Genf und die Basler sind eine halbe Romance, weil sie halt auch sehr nahe an der französischen Grenze sind und politisch auch sehr ähnlich ticken und halt auch international denken. Und deshalb wäre es schon spannend gewesen, jemand auf dem Podium zu haben, welcher von der Ostschweiz kommt. Aber ich bin fest überzeugt, dass auch die Ostschweizer Wirtschaft und dass auch die Tessiner Wirtschaft sich stark für die bilateralen 3 einsetzt. Der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, das ist Fabio Regazzi, der kommt von meiner Partei, der ist heute jetzt auch mittlerweile so weit, dass er sieht, welche Probleme er hat, wenn er die Personenfreizügigkeit nicht mehr hat. Nicht nur in der Pflege, das ist für mich immer eigentlich ein Thema, wo man die Leute noch begeistern kann, hier die Personenfreizügigkeit zu unterstützen, sondern in den vielen KMU. Und das ist etwas, das schon einleuchtet. Ich glaube, die Wirtschaft haben wir dabei. Was wichtig ist oder was ich mir immer die Frage stelle, wir sind jetzt auch hier in einer Bubble. Alleine die Tatsache, dass Sie uns heute anhören, zeigt, dass Sie Interesse am Thema haben und dass Sie auch ein gewisses Verständnis haben. Wie brechen wir das, was wir heute erleben, was sehr akademisch ist, wie brechen wir das auf die Stimmbürger runter? Das ist doch immer die Frage. Und dann hören wir gestern, dass in Frankreich die Regierung aufgelöst wurde, dass ein EU-Kommissionär irgendwelche kriminellen Aktivitäten macht, dass irgendwo sie in Deutschland hat auch Probleme politische mit der Regierung, weil die Ampel nicht mehr funktioniert. Das liest man immer in großen Schlagzeilen und da sagen die Leute, was sollen wir da? Ja, und hier müssen wir versuchen, runterzubrechen, was wir für Vorteile haben, wenn wir hier ein stabiles Verhältnis haben. Und das gelingt uns noch nicht, weil wir zu akademisch unterwegs sind, weil wir nicht die Sprache sprechen von jenen Leuten, die sich Kompass Europa nennen. Diese Sprache sprechen wir nicht und das liegt auch nicht in unserem Naturell. Aber vielleicht müssten wir lernen, diese Sprache auch ein bisschen zu lernen, dass sie ankommt bei den Menschen. Weil letztlich profitiert nicht die Akademie am meisten und nicht die Wirtschaft am meisten, sondern all die Menschen, die eben davon abhängen. Und das ist etwas, was wir versuchen müssen und auch als Politiker uns immer wieder sagen, es ist gut und recht, was wir tun. Wir schaffen es auch nicht mehr, das hat ja auch die Abstimmung gezeigt vor 2 Wochen, wir schaffen es nicht mehr, da unsere Überzeugungen auf die Menschen zu transportieren. Und das gibt ein Gap und dieser Gap konzentriert sich auch in diesem Schweiz-EU-Dossier auch dahin, dass die EU, die ist marode und die hat viel zu viel Bürokratie und das interessiert eigentlich alles nicht, sondern uns interessiert einzig, wir leben inmitten Europas, wir hängen davon ab, wir haben ein starkes Interesse daran, Europa zu stärken. Man muss sich auch mal die Frage stellen, was kann die Schweiz für Europa tun, nämlich für unsere Sicherheit zu sorgen, für eine reiche Kultur zu sorgen, natürlich für eine gute Bildung und natürlich für offene Märkte, aber wir müssen unseren Kontinent stärken und nicht noch mehr schwächen, weil wir haben das sehr gut gesehen. Ich komme gerade aus China zurück. Die Jungs sind gut dort drüben. Wir meinen immer, sie saugen bei uns geistiges Eigentum ab, aber irgendwann kommen wir auf die Idee, dort geistiges Eigentum abzusaugen, weil sie wirklich gut sind. Und deshalb tun wir gut daran, unseren Kontinent zu stärken. Und dieses Paket, dieses ist ein wichtiger Schritt der Schweiz auf diesem Weg. Est-ce qu'il faudrait qu'on envoie des représentants des régions frontalières faire un roadshow en Suisse centrale? Est-ce que la promotion de vos intérêts spécifiques dans ce dossier est suffisante? Ou comment est-ce que toi tu
évalue la situation? Je ne crois pas. Moi, je le vois sur le dossier de la Genève internationale. La défense des intérêts d'un canton, ça ne passe pas par aller rappeler que c'est important pour mon canton, mais il faut rappeler quel est le service qui est rendu au pays. Et finalement, les régions frontalières et des villes comme Bâle et Genève, ce qu'elles amènent au pays. Et je pense qu'il est important de rappeler que voilà, une bonne partie de la prospérité de notre pays se concentre sur l'arc lémanique, sur la région de Bâle et sur la région zurichoise. Et ces régions qui vivent peut-être plus concrètement l'ouverture sur les pays voisins, eh bien, sont des exemples qu'il faut mettre en avant. Moi, je pense qu'il faut parler, il faut aussi prendre ces exemples de relations extrêmement réussies avec nos voisins pour montrer au reste de la Suisse qu'il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, si les Genevoises et les Genevois, les Bâloises et Bâlois peuvent vivre en bonne harmonie avec leurs voisins, de quoi ont peur les Appenzellois? Et la question, elle doit être posée, et on doit venir avec ces exemples, et je pense qu'il faut montrer que ces exemples, c'est aussi l'avenir de la Suisse. Il faut aussi donner une image de la Suisse. Nous ne devons pas avoir peur des autres. Moi, franchement, on peut ne pas aimer tout ce qui se passe dans nos pays voisins, mais je n'ai pas peur du tout d'être contaminé par ces pays voisins. Je veux dire, on peut résister, on sera assez fort, on a une démocratie qui est vivante, et nous pourrons très bien résister si d'autant il faut résister. Hein. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on devrait s'inspirer, je pense, des pays voisins. Mais, ça, mais donner comme exemple les cantons, finalement, qui le vivent. Et quand je vois les présentations, tout à l'heure, quand je vois Émile Blanc qui parle des étudiants suisses qui soutiennent le fait de ne pas tripler les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Pourquoi y a-t-il cette solidarité? Pourquoi les étudiants suisses qui auraient tout intérêt finalement à avoir les autres qui payent plus et puis eux qui se retrouvent avec... Pourquoi font-ils preuve de cette solidarité et quel est leur intérêt? Et c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en avant, parce qu'on parle toujours de l'Europe comme un mal nécessaire. Non, je veux dire, c'est l'intérêt direct de la Suisse de renforcer l'Europe. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs certains propos qui ont été tenus sur le fait que la Suisse devait participer au renforcement de l'Europe. Mesdames et messieurs, les dangers aujourd'hui ne viennent pas de l'Europe vis-à-vis de la Suisse. Et lorsque certains mettent en garde contre Bruxelles, moi je les renvoie vers Pékin ou même vers Washington. Aujourd'hui, les dangers ne viennent pas de Bruxelles. Et je pense que c'est aussi un message qu'on doit rappeler, un message de confiance, un message d'envie de construction. Puis prendre des exemples, Genève, Bâle, mais aussi prendre des exemples, pourquoi pas du Liechtenstein, qui vit très bien son entrée dans l'espace économique européen. Il ne me semble pas que le Liechtenstein ait perdu quoi que ce soit de son indépendance. Il continue de mener des politiques, y compris fiscales et économiques, qui ne sont pas pour me plaire, mais enfin, en toute indépendance, je ne suis pas sûr que ça plaise à Bruxelles d'ailleurs, mais en même temps, ils sont un membre de l'espace économique. La Norvège a une indépendance aussi dans son fonctionnement. Je pense qu'il faut utiliser ces exemples pour démystifier finalement ce qu'est notre relation à Bruxelles. Ja, ich wollte nur noch sagen, es ist halt schon bei der ganzen Diskussion das Feindbild EU. Entschuldigung, Herr Botschafter, aber das merkt man auch der Kampagne an. Die EU ist das Feindbild und wir können nicht darlegen, wie wichtig die EU ist, um uns zusammenzuhalten auf diesem Kontinent. Und ich glaube oft, dass die EU sich dieser Verantwortung nicht bewusst ist. Umso mehr hoffe ich, dass wir jetzt die Verhandlungen abschließen können und dass auch die EU uns in gewissen Fragen entgegenkommt. Weil die EU wird bei den Gegnern immer die Böse sein. Wenn wir es schaffen abzuschließen, dann, ja, oder wenn wir es nicht schaffen würden abzuschließen und die EU zieht Konsequenzen, dann ist die EU schuld, dass die Bilateralen erodieren. Aber natürlich sind wir schuld, weil wir nicht in der Lage sind, diese Institutionalisierung durchzuziehen. Die EU wird immer das Feindbild sein und ich verstehe nicht, warum wir das nicht schaffen, das rüberzubringen, dass die EU, für mich ist sie immer noch ein Friedensprojekt. Nicht ideal, ich bin mit vielen Dingen überhaupt nicht einverstanden und ich bin auch nicht euphorisch, weil viele Dinge könnte man von außen betrachtet wirklich besser machen. Aber stellen Sie sich vor, wo wir wären, wenn wir dieses Friedensprojekt, wenn wir dieses nicht hätten bilden können.
Und hier diese positive Seite rauszustreichen, das schaffen wir einfach nicht. Und diese Menschen, die das tun, die sind dann irgendwelche EU-Turbos. Also das bin ich bei weitem nicht, sondern ich bin einfach pragmatisch und will dieses Ding jetzt abschließen und will solide, stabile Beziehungen mit der EU. Und das wollen viele auch. Und wenn wir das so in dieser pragmatischen Formulierung rüberbringen, ich sage jetzt noch etwas, was ich auch wichtig finde. Unterzeichnen wir dieses Teil und versuchen dann innenpolitisch die Reihen zu schließen, mit den Gewerkschaften beispielsweise. Wir brauchen innenpolitische Lösungen für den sozialen Frieden, das ist mir auch klar. Aber irgendwo müssen wir pragmatisch sein und so wie Mitgliedstaaten, nicht andere sind ja nicht, und ich möchte das ja auch nicht Mitglied werden im Moment, aber sind wir pragmatisch und tun es so wie Mitgliedstaaten, dass wir sagen, ja, wir unterzeichnen und machen und versuchen dann unsere Souveränität zu nutzen, indem wir innenpolitische Regulierungen treffen, welche für uns gut sind. Und nur noch etwas. Sie vergessen immer, dass wir eigentlich heute schon Regulierungen haben, welche massiv gegen die Personenfreizügigkeit verstoßen. Nämlich diese unsägliche 8-Tage-Regelung und diese unsägliche Kautionspflicht. Das ist die Entsendegesetzgebung und die verstößt schon heute massiv gegen die Personenfreizügigkeit. Was ist passiert? Nichts. Und ich hoffe, dass wenn wir mit ein bisschen Pragmatismus an diese Fragen rankommen, dann dient das sowohl der EU als auch uns. Entschuldigung, Nicolas. Non, je suis aussi, enfin je suis peut-être moins pragmatique que toi, je ne suis pas limité, mais je suis aussi pour une approche pragmatique par rapport aux accords que j'espère seront sur la table tout prochainement. Maintenant, nous avons besoin, et pour revenir au canton aussi, nous avons besoin que les autorités cantonales et les autorités fédérales, c'est-à-dire le Conseil fédéral, sortent du bois pour défendre l'intérêt général et le pragmatisme. Parce que, effectivement, moi, quand je parle, j'ai beau dire le mot pragmatisme, on ne me croit pas. Par contre, quand le Conseil fédéral vient parler de l'intérêt général et rappelle qu'ils ont négocié au mieux, moi, quand j'entends des gens, même dans certains partis qui ont leurs représentants au Conseil fédéral, me dire que le paquet a été mal négocié, qu'ils sont pour travailler avec l'Europe, mais c'est mal négocié. Ça fait 15 ans qu'on est autour de la table. Alors, soit on change tout le Conseil fédéral et les forces politiques qui sont au Conseil fédéral parce qu'ils sont mauvais, soit on accepte qu'après 15 ans, on a finalement négocié ce qu'il y avait de mieux. Mais je trouve les arguments de certains qui disent on peut retourner négocier alors que pendant 15 ans, qu'ont-ils fait? Aujourd'hui, nous avons besoin des autorités pour dire aux gens, de dire à la population, ce que l'on a sur la table, c'est ce qu'il y a de mieux. On a négocié au mieux et vraiment, on a essayé de prendre toutes les limites de la population. Mais pour cela, on a désespérément besoin des autorités fédérales, mais aussi cantonales. Moi, j'appellerai mon canton, mais il faudrait aussi que tous les autres cantons, je sais qu'une large majorité soutiennent ces accords, il faudra que ces autorités cantonales rentrent dans la campagne aussi pour rappeler l'intérêt général, l'intérêt de leur canton, parce que même Appenzell a tout intérêt à ce que la Suisse continue d'exporter et continue de travailler avec l'Union européenne. Aber es braucht auch die Zivilgesellschaft. Es braucht Bewegung in der Zivilgesellschaft. Da spüre ich zu wenig. Wir haben bei Economy Suisse eine Plattform Frauen für die Bilateralen, weil wir wissen, dass in letzter Zeit Frauen Abstimmungen beeinflussen. Und ich versuche immer, also ich appelliere jetzt an all diese Frauen, welche hier drin sitzen, dass sie dort mitmachen. Es braucht solche Bewegungen in der Zivilgesellschaft. Und das fehlt mir auch bei den jungen Leuten. Engagieren Sie sich, geben Sie Gas und machen Sie den Bundesrat Dampf, welcher nicht richtig will. Und da fehlt es mir schon auch. Man darf nicht nur sagen, die machen zu wenig. Es kommt auch viel zu wenig aus der Zivilgesellschaft. Und ich weiß nicht warum, weil das ist die Zukunft meiner Kinder. Ich sage das ihnen immer, aber auch dort kommt zu wenig.
Bon. Pour pas poser une question, mais peut-être pour réagir, et je trouve intéressant les femmes qui s'engagent pour les bilatérales. Et je vous remercie. C'est vrai que j'en étais pas conscient, et puis c'est pas descendu jusqu'à nous. Et puis merci de l'avoir partagé, je crois, sur les réseaux sociaux. Et c'est sûrement quelque chose qu'on peut contribuer à diffuser. Je crois que du côté de la société civile, je me permets de réagir en tant que mouvement européen. C'est la difficulté aussi des ressources, des moyens. Et c'est là qu'on est aussi intéressé à cette coopération étroite avec tous ceux qui veulent avancer. Donc c'est vrai que probablement chaque actrice, acteur peut faire encore plus, les partis politiques, l'économie, les acteurs et actrices économiques aussi. J'aimerais faire le pont, on a encore quelques minutes, sur la question de la libre circulation des personnes, qui est naturellement aussi quelque chose qui concerne vos deux régions plus que la plupart des régions en Suisse, et qui est un des sujets qui va nous préoccuper encore durant ces prochains mois et années, avec la question de est-ce qu'on aura à voter en premier sur la libre circulation des personnes en réaction à l'initiative UDC avant les bilatérales ou inversement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette discussion? On a mentionné le risque d'être un peu dans sa bubble, dans sa bulle. Est-ce que le vécu en matière de libre circulation des personnes de vos régions, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose que le reste des citoyennes et citoyens saisit, ou est-ce que c'est des spécificités propres à vos cantons qui sont totalement détachés du vécu de ce qui se passe à Berne, de ce qui se passe à Uri et de ce qui se passe à le Valais, c'est un mauvais exemple, mais Fribourg, disons. Nee. No, vas-y. Also die Personenfreizügigkeit, ich habe es gesagt, das ist für mich Segen und das ist für die Region Basel Segen und das ist für die ganze Schweiz Segen. Es ist einfach so, dass für jede Branche oder für jede Schweizerin und jeden Schweizer bestehen andere Ansprüche und andere Anspruchsgruppen auch. Also ich glaube, die Personenfreizügigkeit, wenn wir die wirklich erklären und wenn wir das auch mal trennen von der Zuwanderung, vom Asylwesen. Ich glaube, das ist noch nicht in den Köpfen, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU, dass das etwas anderes ist als die Herausforderungen, welche wir im Asylwesen haben. Und das müssen wir lernen, das hier zu erklären, warum das nicht das Gleiche ist. Und dann müssen halt auch unsere Unternehmungen sorgfältiger sein in Bezug auf die Auswahl. Also wir haben zwar praktisch null Arbeitslosigkeit in der Schweiz, trotz allem müssen Unternehmen halt auch nach außen streichen, dass sie mehr Frauen einstellen. Wir müssen auch über die Rentenaltererhöhung nachdenken, wenn wir weniger Zuwanderung möchten. Zuwanderung ist einfach in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer angekommen und das ist ein Thema. Und wenn wir hier keine Rezepte haben oder es nicht schaffen, aufzuzeigen, dass die Wohnungsnot nicht eine Frage der Zuwanderung ist, sondern beispielsweise in Basel auch eine Frage des übertriebenen Wohnschutzes, weil nicht mehr investiert wird, das müssen wir den Leuten erklären. Und dann kommt noch etwas weiteres für unsere Region dazu, wenn es dann darum geht, auch noch Grenzgängern den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt zu verwehren, dann wird es dann schwierig. Weil in Basel beispielsweise gehen täglich 60.000 Menschen über die Grenze und arbeiten bei uns in den verschiedenen Branchen. Und wenn wir auch dann noch beginnen, Grenzkontrollen zu machen bei uns, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Zuwanderung ist ein komplexes Thema. Ich denke einfach, wir tun gut daran, egal was für eine Partei wir sind, dass wir dieses Thema ernst nehmen, darüber debattieren, erklären. Nur so können wir diese unsägliche Initiative der SVP über die 10 Millionen Schweiz entschärfen. Und wir müssen was tun, sonst kommt die Initiative durch. Ich erinnere an die Masseneinwanderungsinitiative. Das war nicht nur ein Betriebsunfall, das war wirklich, die Leute möchten hier Rezepte. Und das müssen wir, dort müssen wir erklären. Und da brauchen wir halt auch wieder die Zivilgesellschaft. Nicolas?
Bon, sur l'initiative, je pense et j'espère, et j'en appelle à mes collègues de droite, parce que nous ne pouvons pas le faire en tant que Verts, mais peut-être retarder cette initiative, peut-être par la proposition d'un contre-projet qui se noierait. Il faut absolument que l'initiative 10 millions soit mise au vote après le paquet bilatéral. Parce que vous pouvez imaginer que si l'initiative 10 millions passe, il n'y a plus du tout de sujet sur l'accord avec l'Union européenne. Nous ne le voterons pas. Parce que effectivement, ça romprait d'ailleurs les accords que nous avons actuellement. Donc, ça, c'est déjà vraiment une priorité. Il ne faut pas réduire le débat avec l'Union européenne sur la question du nombre d'habitants dans notre pays. Parce que cette initiative ne remet pas en question directement la libre circulation. Elle dit on veut vivre entre nous avec un maximum de 10 millions. C'est un débat qui touche beaucoup de gens et c'est un débat que nous avons aussi à Genève sur la densification, sur la croissance en général. Et effectivement, il y a des milieux, y compris dans mon parti, qui considèrent qu'il faut arrêter de croître. Alors évidemment, on a d'autres recettes, c'est-à-dire qu'on n'accueille plus d'entreprises parce qu'on sait très bien que la migration, elle vient avec les offres d'emploi. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir de migrants, c'est de ne pas offrir de travail. D'ailleurs, la preuve de cela, c'était la jungle de Calais. Les gens désespérés qui risquaient leur vie pour aller en Grande-Bretagne depuis la France. La France qui est censée être un pays beaucoup plus social que la Grande-Bretagne. Pourquoi faisaient-ils ça? Parce qu'ils voulaient travailler. Et donc les gens, les migrants, la plupart des migrants, ils viennent travailler. Et d'ailleurs, la libre circulation des personnes n'est pas un problème en soi. Parce que les gens ne viennent, elle existe au Portugal, elle existe partout, mais pourquoi les gens viennent en Suisse? Parce qu'il y a des emplois. Parce qu'on a une fiscalité attractive, on a des réglementations ou des déréglementations attractives, et les sièges de société viennent chez nous. À partir de là, il faut des emplois qui vont avec. Et aucune des multinationales qui est à Genève ne serait à Genève s'il n'y avait pas les emplois qui viennent et dont une majorité viennent de l'Union européenne. Et ça, c'est clair. Et ça, il faut le dire. Comment expliquer ça à la population? C'est très compliqué, parce qu'effectivement, la population ne voit que les effets négatifs de la libre circulation. Et je pense qu'il faut rappeler aussi, par exemple, qu'un employer une personne. Je parlais des professeurs d'université qui viennent de l'Union européenne, mais c'est des professeurs qu'on n'a pas eu besoin de former. Toute leur formation a été payée par un autre pays, et ces personnes viennent mettre leur force de travail au service de notre pays. Donc c'est un avantage énorme pour le personnel médical qui est formé dans l'Union européenne et qui vient travailler en Suisse. La Suisse a un avantage énorme dessus. Mais on n'en parle jamais. On a l'impression que la Suisse est généreuse parce qu'elle donne du travail. Et je pense qu'il faut retourner aussi les arguments, expliquer vraiment que la richesse d'une personne qui vient amener son savoir, c'est ce qui amène de la richesse au pays. Et pour ça, on a besoin je parlais des autorités, mais on a besoin aussi des autorités cantonales qui viennent rappeler que sans le personnel de l'Union européenne, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'organisation internationale à Genève, il n'y aura pas de siège de société, parce que nous n'avons simplement pas les ressources et nous n'avons pas assez de spécialistes dans notre pays et nous n'aurons simplement pas la force de travail. Et ça, je pense qu'on doit vraiment faire œuvre de pédagogie sur cela. Mais en parallèle, il ne faut pas que ce dossier-là soit le seul dossier qui soit traité séparément du reste, parce qu'évidemment, il y a un gros danger. Il y a un gros danger que finalement une majorité se crée pour dire « ça suffit, on est trop dans ce pays et je veux moins de nuisances ». Voilà. Et puis, il faut qu'on travaille, et ça c'est aussi un appel à Genève et à d'autres, mais on doit travailler à faire réduire les nuisances de cette croissance ou de cette attractivité. Et par exemple, au lieu de bâtir, vouloir amener tous les logements à Genève, des logements qui sont en France voisine, mais peut-être travailler encore mieux avec la France voisine pour limiter les nuisances du déplacement des migrants, des travailleurs et des travailleuses. On sait que lorsqu'ils se déplacent en voiture, ce sont des nuisances très fortes. Il faut travailler à des transports collectifs qui réduisent aussi les effets sur la population de ces mouvements de population. Ça, c'est de la responsabilité des autorités. Mais à court terme, il faut vraiment amener les arguments clairs en faveur et montrer les avantages pour la Suisse, finalement, d'avoir cette ouverture. Et peut-être rappeler quand même, et c'est un peu populiste ce que je vais dire, mais ça m'a été soufflé par des
des collègues britanniques qui, avec le Brexit, on m'a dit, ben voilà, nous avons remplacé finalement les plombiers polonais par des plombiers pakistanais. Je ne dirais pas une chose pareille, évidemment, dans une campagne, mais il faut quand même rappeler à la Suisse que si nous n'avons pas les Européens pour venir travailler, eh bien, nous devrons amener d'autres personnes parce que nous avons besoin de ces forces de travail. Etwas ist mir noch wichtig, bevor wir hier dann diese Runde zu Ende haben. Es ist mir noch wichtig zu sagen, dass ich wirklich appelliere an die Gewerkschaften. Wir haben in den Verhandlungen offensichtlich eine Non-Regression-Klausel aushandeln können, die sagt, dass das bestehende Lohnniveau von EU-Recht nicht unterwandert werden darf. Ich bitte jetzt wirklich die Gewerkschaften, das Fuder nicht zu überladen mit Forderungen, welche nichts mit diesem Paket zu tun hat. Wir müssen die Europapolitische Allianz von FDP bis und mit SP Grün, die müssen wir jetzt schaffen, um dieses Paket zu gewinnen. Sonst können wir es vergessen. Also ich bitte wirklich alle, die hier irgendwie Einfluss auf die Gewerkschaften haben. Es ist zwar in letzter Zeit ruhig geworden, ich gehe davon aus, dass die Sozialpartnerschaft sich da irgendwo am Finden ist. Das hoffe ich wirklich, dass wir die altbewährte Europapolitische Allianz haben, weil nur diese starke Allianz schafft es, dieses Bollwerk in der SVP, was Zuwanderung anbelangt, hier abzuwehren. Besten Dank. Nos espoirs résident maintenant en Adrian Wüthrich qui interviendra juste après, donc on a hâte de l'entendre. Il est là avec nous aujourd'hui. Effectivement, et je voulais aussi dire, les autorités cantonales, on les a naturellement invités à cette journée, mais des questions d'agenda n'ont pas permis qu'ils soient présents ici sur la scène. C'est un point qui est tout à fait important et c'est un point auquel on attache aussi une grande importance en tant que mouvement européen de les prendre avec. Peut-être Nicolas, je te donne le mot de la fin, vu qu'on est à quelques minutes de la conclusion de ce panel. Si tu as encore une remarque à transmettre et à compléter en parallèle à l'appel d'Elisabeth Schneider. Oui, donc je reprends son appel. Effectivement, il faut se concentrer sur l'accord bilatéral, il faut se concentrer sur le contenu. Il faut éviter, moi je suis un pro-européen convaincu, mais effectivement j'éviterai aussi de partir dans d'autres domaines et me concentrer sur le paquet. Il faut penser stratégie aussi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire passer cet accord et que nous ayons une majorité. Donc, il faut vraiment penser stratégie. Et pour cela, effectivement, j'appelle aussi tous les partis, non seulement à soutenir, mais aussi à faire en sorte que leurs élus soient totalement engagés. C'est important. Nous avons besoin de ces gens. On a vu récemment qui sont les conseillers fédéraux les plus aimés et respectés de la population. Eh bien, peut-être pas tous, mais j'espère que certains vont utiliser leur aura pour faire passer ce paquet. C'est très important et ça devrait être la négociation prioritaire aujourd'hui pour la Suisse. Et nous devons absolument concentrer toutes nos forces dessus. Donc, penser stratégie, il n'y a que l'objectif qui doit nous intéresser. Voilà. Et bonne chance.